Salut Bonjour. Thibaut. Alors on vous laisse couper les micros par contre. Ouais, je crois que c'est l'LTE 69 qui disait bonjour, mais on n'a pas compris. Bonjour à la LT 69. Et si vous pouvez vous renommer pour mettre les noms et prénoms, ça permet aussi de savoir qui a participé, qui intervient, qui pose des questions. Hop et hop. Et bonjour Bastien. On démarre, Grégoire, ça te va? Oui, je pense qu'on peut démarrer, oui. Ok. Bonjour à tous, bienvenue à ce dernier webinaire de l'année du Centre de ressources pour la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires. Donc quelques mots rapidement, vous êtes quelques-uns déjà à connaître ce centre de ressources. Donc pour rappel, c'est un centre de ressources qu'on a initié en 2019, qui est donc porté par l'État, la région, l'ADEME et la Banque des Territoires, et dont l'animation est assurée par Aura 2E. Et c'est un centre de ressources qui s'adresse donc aux acteurs territoriaux, donc PCI, syndicats, etc., et maîtres d'ouvrage publics et privés. Donc privé, c'est un peu la nouveauté de cette année. On intègre désormais cette nouvelle cible au centre de ressources. Et l'objectif, c'est donc de centraliser l'information et de donner un peu de la cohérence à tout ce flot d'informations qu'on reçoit au quotidien et de rassembler aussi tous les accompagnateurs en région, donc accompagnateurs publics et privés. Pour ce centre de ressources, donc on propose principalement trois axes d'action. Un premier axe qui est de l'information technique et des ressources. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est centralisé sur notre site internet Réno Tertiaire. Vous pouvez trouver des retours d'expérience, des contacts pour vous accompagner. De la veille aussi, donc on propose une lettre d'information mensuelle qui vous permet de retrouver vraiment tous les mois tout ce qui est actualité financière, réglementaire, que ce soit au niveau régional, national, voire européen. Et sur notre site web, vous pouvez aussi retrouver au fil de l'eau ces mêmes actualités. Animation, donc c'est un peu ce qui nous réunit aujourd'hui, donc une série de webinaires thématiques, mais aussi des groupes de travail, donc un groupe de travail C2E, peut-être que Grégoire en dira un mot après, un groupe de travail collège et lycée, donc qui réunit tous les conseils départementaux et la région notamment, un groupe de travail télésuivi et une journée régionale annuelle qui permet de réunir un peu le réseau et d'échanger sur nos problématiques. Ici, je vous ai mis donc la programmation qu'on est en train de définir pour le premier semestre 2024. Donc, elle est bien sûr pas définitive, mais c'est des thématiques qu'on a identifiées et qui sont vraiment un vrai sujet pour beaucoup d'entre vous. Donc, en janvier, simplement, je rappelle, donc ça, c'est définitif, c'est une revue de projet sur la qualité de l'air intérieur qui est proposée par VAD et qui est donc la deuxième partie d'un cycle dédié à la QAI qu'on a initié le 7 novembre. Donc, on avait fait un webinaire notamment sur tout ce qui était évolution réglementaire et que vous pouvez retrouver sur notre site. Et donc là, cette revue de projet aura une approche beaucoup plus technique. Février, un sujet donc géothermie, notamment en lien avec le fond chaleur et avec l'intervention d'Acté qui est en train de préparer un guide sur la géothermie. En mars, un webinaire dédié au décret BAX, mais plutôt avec une approche retour d'expérience. Comment passer à l'action, le mettre en œuvre, puisqu'on avait déjà présenté un petit peu le contenu du décret en novembre. En avril, un temps sur le décret éco-énergie tertiaire. Donc, comment passer à l'action une fois qu'on a saisi ces données dans Opérat. Donc, là, idem, avec une approche plutôt retour d'expérience. En mai, un webinaire dédié aux matériaux biosourcés. Et enfin, en juin, vraiment dédié financement, donc FEDER, Fonds vert, complémentarité de ces aides, quel parcours pour solliciter ces fonds. Et donc, un petit rappel, donc toutes ces infos sont disponibles sur notre site web. Pour les événements que je viens de présenter, on ouvre les inscriptions généralement un mois avant, mais vous recevez les invitations aussi dans votre boîte mail. Et également pour vous dire qu'on est à votre disposition, donc avec Laurent qui est responsable efficacité énergétique chez nous, si vous avez des questions sur ce qu'on vient de dire et bien plus encore. Voilà, et je laisse tout de suite la parole à Grégoire pour la suite.
Merci beaucoup, Marine. Merci à tous les nouveaux. Hop, tu vois mon écran là? Tu vois la présentation? Ouais, Oui, on ouais, voit. ouais, nickel. Parfait. Merci à tous les nouveaux arrivants. N'hésitez pas juste à vous renommer pour qu'on sache qui pose les questions. On essaiera d'avoir un maximum d'interaction pendant ce webinaire, du coup aussi, vu qu'on est un certain nombre, essayez de poser les questions au maximum dans le chat et on essaiera de faire pas mal de temps pour y répondre. Aura 2E très rapidement. On est l'Agence régionale de l'énergie et l'environnement. Ça fait plus de 40 ans qu'on existe. On a un statut associatif, mais on travaille dans notre ADN, on travaille pour toutes les collectivités pour impulser le changement et les accompagner dans la transition écologique, énergétique. On a trois grandes, j'ai envie de dire, manières d'accompagner les collectivités, une approche expertise technique, financière et réglementaire, fourniture de données, d'analyse de scénarios, et puis impulser, développer des projets et des filières. Tout ça sur un grand nombre de thématiques. Là, on en a listé 6. Voilà, l'efficacité énergétique, le climat, les ENR, la commande publique, etc. Et voilà, et donc on est à votre service euh, pour toutes vos demandes. Le sommaire de notre échange du jour, une petite introduction au dispositif C2E. On vous présentera les différentes solutions de valorisation des C2E pour que vous arriviez à identifier celles qui sont adaptées à votre situation, de retour d'expérience de la ville d'Aurillac et du territoire du CITEC. On fera un focus sur les travaux les mieux financés par les C2E. Ensuite, une troisième intervention, celle du groupe d'achat du CEDRE, qui nous présentera leur stratégie de valorisation pour le tertiaire privé. Et puis, on terminera avec quelques minutes sur l'accompagnement en RA2E. Avant tout ça, juste pour savoir un peu qui est en ligne et quelles sont vos attentes, on a préparé 3 rapides questions. Marine, si tu peux peut-être lancer le sondage. Donc, il s'agit juste de répondre aux 3 questions qui vous sont présentées. Pour nous, ça permet de savoir quel est votre niveau d'expertise sur le dispositif C2E. Et pour moi, savoir combien de temps je vais passer à présenter le dispositif C2E, est-ce que je passe rapidement dessus ou est-ce que je m'appesantis un petit peu. Et puis au niveau des stratégies, est-ce qu'on est plutôt sur des stratégies territoriales d'acteurs qui connaissent bien le dispositif ou est-ce qu'on est sur des Voilà, stratégies... Oui, j'écoute un webinaire. Du coup, j'ai ça va être un terminé micro qui n'est avec pas coupé. non, Merci Marie. Ou plutôt sur des stratégies de valorisation en interne. Voilà, on vous laisse encore une minute pour répondre à ces 3 questions-là. Et bon, il va sans dire que toutes les présentations vous seront transmises et que, comme vous l'avez sans doute noté, le webinaire est enregistré et que la vidéo sera mise en lien sur le site internet du centre de ressources présenté par Marine. Je pense qu'on peut mettre fin au sondage. Donc, vos attentes sur le webinaire. En principal, vous tenir à jour sur les dernières évolutions C2E et les opportunités. Très bien. Découvrir les retours d'expérience, ça tombe bien, on en a plusieurs avec nous. Voilà, ok. Découvrir le dispositif, réfléchir à une opportunité, mettre en place à court terme. Ok, très bien. Et ben, merci pour ce premier élément. Euh, et pardon, sur les typologies de participants. euh, alors, je vois plus les résultats. Bon. Sur les typologies de participants, Marine, je ne sais pas si... Alors là, le sondage est partagé. Je vois qu'il y a pas mal de réponses qui arrivent sur l'identité. Ma souris RIP, j'ai commencé par le 3 tout à l'heure, mais D'accord.
Donc là, enfin, ouais, donc si tu vois pas les résultats pour l'instant, on a une majorité de collectivités, 22 sur 40, 55% des participants. Et après, plutôt autres structures publiques, parapubliques. Donc on a 41 réponses. Voilà. Tu le vois ou Oui, c'est toujours bon. pas? Ouais, Je le vois. OK. super. Et dernière question, juste quel est votre niveau d'expérience sur le dispositif C2E? Donc, soit vous débutez, soit vous avez déjà participé à un montage de dossier, soit vous avez déjà fait plusieurs dépôts et vous connaissez les contrôles travaux, euh, soit vous maîtrisez bien le dispositif, notamment les différents modes de valorisation et les contrôles travaux. Encore une fois, ça me permet d'orienter. Donc là, je vois les réponses, donc une majorité de débutants. Et après, OK, très bien. Donc une majorité de débutants et puis après un petit peu de chaque au niveau de l'expertise. Donc c'est bien noté. Du coup, introduction au dispositif C2E. C'est un dispositif qui existe depuis 2006 et c'est le principal outil de la stratégie française pour la décarbonation puisqu'il représente à lui tout seul 45% de l'atteinte des objectifs nationaux. Et il vous aura peut-être pas échappé que ces objectifs vont être rehaussés puisque la directive européenne efficacité énergétique et va bientôt être traduite en tout cas, et du coup avec des objectifs beaucoup plus ambitieux. En attendant, pour le moment, c'est 5 000 euros d'aide par an, et ça devrait passer sans doute à plus de 10 milliards d'euros d'aide par an dès 2026 à cause de cette rehausse des objectifs et des ambitions européennes et donc nationales. Et dans le même temps, on voit que, il y a que 50% des collectivités qui valorisent les C2E, et donc ça, eh ben, c'est pas satisfaisant. Donc, l'un des objectifs d'Aura 2E et des travaux régionaux qu'on fait, c'est de faire en sorte que toutes les collectivités valorisent leur C2E dans un premier temps, et dans un deuxième temps, que les collectivités optimisent les enjeux territoriaux et financiers liés au C2E pour que ce soit vraiment un outil de vos stratégies de rénovation énergétique et territoriale. Là, c'est juste pour vous montrer la montée en gamme du dispositif C2E depuis 2006. Et donc, on voit bien qu'il y a une montée très, très importante. Voilà, et ça va continuer à partir de 2026, où on devrait encore doubler par rapport aux objectifs actuels. Juste pour vous dire aussi que l'unité des C2E, c'est les CUMAC, qui est donc une unité qui permet de rendre compte des économies d'énergie associées aux travaux réalisés sur la durée de vie des travaux. Et donc, CUMAC, c'est kilowattheures cumulés et actualisés sur la durée de vie des opérations. Le principe de base du dispositif C2E, c'est un dispositif qui n'est pas associé à une taxe, puisque ce sont des obligés qui sont les fournisseurs d'énergie, qui doivent, en fonction de la quantité d'énergie, donc que ce soit de l'essence, du gaz, de l'électricité, du fuel ou autre, ils doivent fournir à l'État des certificats. Plus ils fournissent d'énergie en France, plus ils doivent rendre à l'État des certificats. Pour obtenir ces certificats, soit ils les produisent eux-mêmes, mais compte tenu de l'amplitude du dispositif, c'est devenu une très faible part qu'ils arrivent à produire eux-mêmes. Et donc, ce qu'ils font essentiellement, c'est qu'ils rachètent des dossiers C2E aux bénéficiaires, c'est-à-dire à ceux qui font les travaux. Soit ils les rachètent de gré à gré via des plateformes Internet, soit ils les rachètent sur une structure qu'on appelle EMI, qui est une structure gérée par le pôle national C2E, qui est une entité du ministère et de la Direction générale énergie-climat, DGEC. Ils peuvent les racheter donc sur EMI, qui est une place de marché comme le CAC 40, etc., où des gens proposent des certificats à vendre et d'autres rachètent des certificats. La place des collectivités là-dedans, elle est primordiale. Les collectivités font partie de ce qu'on appelle les éligibles, qui ont un double statut. À la fois, ça peut être des bénéficiaires lorsque les collectivités font elles-mêmes des travaux éligibles au C2E sur leur patrimoine. Et elles ont aussi la capacité de racheter des C2E
à une structure tiers. Donc, c'est typiquement le cas des syndicats d'énergie qui, pour certains d'entre eux, rachètent les travaux d'autres collectivités, les dossiers C2E d'autres collectivités, grâce à ce statut d'éligible. Et du coup, ce statut d'éligible confère aux collectivités un grand nombre de stratégies pour valoriser les travaux d'économie d'énergie. Soit elles décident de revendre leur dossier à un obligé, un délégataire ou une autre collectivité, soit elles décident d'internaliser la stratégie de valorisation des C2E, de déposer elles-mêmes les dossiers C2E sur ce qu'on appelle la plateforme EMI. Et donc, on dépose sur EMI et le PNC2E, après validation du dossier, transforme le dépôt de dossier en certificat. Une fois que la collectivité a transformé son dossier en certificat, elle peut revendre ses certificats à des obligés, à des délégataires, toujours sur cette plateforme EMI, qui est cette plateforme de vente des C2E. Voilà. Donc, vous voyez un peu comment ça s'organise et vous voyez la diversité des stratégies possibles pour les collectivités. On va revenir sur les avantages et les inconvénients de chacune de ces stratégies. Juste pour vous dire aussi que du coup, les fiches d'opération standardisées, c'est le principal outil pour générer des certificats d'économie d'énergie. Il y a à peu près 200 travaux, 200 types d'actions qui permettent de générer des C2E via des fiches standardisées, c'est-à-dire que quand on change une fenêtre, il y a des travaux faits par l'ADEME, la T2E et le ministère qui disent en moyenne, quand on change une fenêtre, ça fait tant d'économies d'énergie et donc tant de C2E. Voilà. Donc, vous avez l'habitude de voir passer de l'isolation, du changement de fenêtre, du changement de chauffage, etc. Et donc, il y a un certain nombre de montants qui est produit et qui est standardisé grâce à ces quelques 200 fiches qui traitent certes du bâtiment tertiaire qui nous intéresse aujourd'hui, mais qui traitent aussi de 6 secteurs d'activité, le bâtiment résidentiel, l'agriculture, l'industrie, les réseaux et les transports. Juste pour vous dire aussi que j'ai parlé du prix d'achat des C2E, j'ai parlé du fait qu'il était possible d'acheter et vendre des C2E pour les collectivités. Ça veut dire qu'on est vraiment sur un dispositif de type CAC 40, de type place boursière, avec un prix du C2E qui évolue dans le temps. Pour vous donner un ordre d'idée, actuellement, le prix du C2E, il se vend sur la plateforme EMI et il s'achète aux alentours de 8,50 € à peu près par mégawattheure CUMAC. Et en mai, il était autour de 7,50 € à peu près. Donc, il y a des variations. Et donc, on va voir les stratégies des collectivités pour s'affranchir de ces variations et avoir une certaine visibilité, ou au contraire, pour utiliser ces variations pour tirer un maximum de bénéfices économiques du dispositif C2E. Je vous ai mis là en lien un grand nombre de liens, en particulier en dessous la lettre mensuelle de la DGEC qui donne les informations principales sur l'évolution du dispositif C2E et qui est donc très utile. Il y a également les sites du ministère de la Transition écologique, pardon, avec également de nombreuses FAQ qui font foi et qui sont opposables. Ainsi que le site de l'ADEME sur comment valoriser les C2E quand on est une collectivité. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions, Marine, dans le chat? Non, pas pour l'instant. OK. Donc, je vais embrayer avec les différentes stratégies pour valoriser les C2E quand on est une collectivité. Ce que vous avez à l'écran, c'est les 4 grands types de scénarios de valorisation. Les 2 premiers sont des stratégies de valorisation où la collectivité revend son dossier C2E en amont de la signature du devis. Et les 2 derniers, ce sont des stratégies où la collectivité reste propriétaire de son dossier C2E et le dépose sur son compte EMI. Ce que vous voyez ici, c'est toutes les phases de sélection d'un partenaire en amont
et puis de montage d'un dossier C2E, depuis la collecte des preuves jusqu'à la qualification des dossiers qui permet de dire si le dossier est conforme aux attentes du ministère, les contrôles travaux qui sont de plus en plus obligatoires et réglementaires sur un grand nombre de fiches C2E et qui s'effectuent pour la très grande majorité d'entre eux en aval, c'est-à-dire une fois que les travaux sont terminés, et puis la vente des C2E qui permet de transformer le dispositif C2E, donc le dossier, en argent sonnant et trébuchant. Ici, du coup, vous avez des exemples régionaux de territoires qui ont mis en place ces stratégies-là. Et pardon, juste pour dire que ici, en bleu, c'est le rôle de la collectivité, donc du bénéficiaire, et puis en vert, c'est le rôle du prestataire, que ce soit un obligé, un syndicat d'énergie, un bureau d'études tertiaire, qui peut vous accompagner soit sur l'ensemble des travaux et des actions à effectuer, soit sur une partie limitée, comme par exemple la qualification des dossiers pour ce qui est du scénario 3, avec le scénario 4, où on voit effectivement une collectivité qui maîtrise l'ensemble du dispositif, qui ne se fait pas accompagner et qui gère tout en interne. Je vous ai mis ici une slide parce qu'il y a pas mal de questions des collectivités qui se lancent sur les enjeux juridiques des stratégies de gestion des C2E. Parce que les C2E, c'est un ovni dans le monde de la commande publique. Voilà, donc là, il y a un document de la DAJ, Direction des affaires juridiques, qui vous explique un peu les grands cas. Ce qu'il faut retenir, c'est que les C2E, globalement, échappent à la commande publique puisque ce sont des obligés, des structures privées qui viennent racheter des dossiers. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on échappe en grande partie à la commande publique. Donc, on peut vendre pour 1,5 million d'euros de C2E sans mise en concurrence, donc ce qui n'est pas conseillé, mais ce qui est légal. De la même manière, on peut choisir une entreprise pour faire racheter son dossier C2E sans mise en concurrence, parce que le fait de revendre un dossier C2E, comme le fait de revendre des C2E une fois qu'on les a obtenus, n'est pas soumis à la commande publique. Par contre, dans le scénario 3, le scénario où on se fait accompagner sur une partie du dispositif, à savoir la qualification des dossiers, ça c'est une prestation de service. Et donc ça rentre dans le cadre de la commande publique. Maintenant, je vais détailler un peu les enjeux sur les 4 scénarios avant de passer au retour d'expérience. Le scénario 1, la remise sur facture. La remise sur facture, c'est une stratégie qui est très intéressante pour les collectivités parce qu'elle permet de réduire le montant engagé par la collectivité et donc elle permet potentiellement de faire plus de travaux et de s'affranchir dans une certaine mesure de la lourdeur administrative des C2E. Cependant, pour que ce soit optimisé, il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Et ce que j'observe, c'est que bien souvent, les collectivités ne prennent pas assez attention d'avoir des offres C2E avec remise sur facture qui distinguent de façon très claire le montant travaux, le montant C2E, avec une précision sur le montant C2E. Il faut demander à ce que le montant en mégawattheure Qmac, en kilowattheure Qmac soit précisé et que le tarif de rachat par mégawattheure Qmac soit également précisé. Ça vous permet de savoir si l'offre sur la partie C2E est intéressante ou pas. Parce que ce que j'explique en dessous, c'est qu'on peut avoir une opération à 1 euro qui, du point de vue du C2E, n'est pas intéressante parce que le prix de rachat est très inférieur au cours actuel. Ça veut dire que parfois, on peut avoir des C2E qui sont supérieurs, dont l'aide C2E est supérieure au montant des travaux. C'est légal. Encore une fois, on est sur un dispositif privé. On n'est pas sur un dispositif d'aide publique qui ne doit pas dépasser 80% du montant d'investissement. Et d'ailleurs, à ce titre-là, quand on fait des travaux, les aides C2E ne se cumulent pas avec les aides publiques pour l'atteinte de ce pourcentage-là.
même s'il y a un certain nombre d'aides publiques qui demandent avant de défalquer les C2E. Voilà. Donc, c'est important d'avoir tout ça en tête pour savoir si le prix et si l'offre de valorisation des C2E sur cette remise sur facture est intéressante. Dernier point, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont développées sur ces opérations à 1 euro, et donc il y a beaucoup de margoulins. Donc, c'est important d'avoir des références d'entreprise pour voir si c'est des entreprises sérieuses en termes de travaux. Marine, il y a des questions dans le chat, je ne sais pas si elles sont liées au... Alors, on a deux questions, effectivement. Donc, une première question pour savoir ce que signifie actualiser dans QMAC. Oui, c'est un dispositif, alors je ne voudrais pas dire de bêtises parce que ça fait longtemps qu'on ne m'a pas posé la question, pour être honnête. De mémoire, c'était parce que sur une opération typiquement de la rénovation de l'isolation qui doit durer de mémoire 25 ou 30 ans dans le dispositif, on réactualise les économies ramenées à un temps donné, voilà, pour avoir une unité à un instant T, même si les économies sont cumulées sur 30 ans. Donc c'est ça que représente cette logique actualisée, mais c'est une logique, j'ai envie de dire, comptable. Euh, Dans le tableau présenté sur la diapo précédente, le coût moyen des C2E équivaut-il au prix de vente? Alors, je vois mal la question, pardon. Ouais, je pense que c'était une question, enfin, ça devait être la slide 14, je crois, où tu avais un tableau. Et du coup, c'était est-ce que le coût moyen des C2E équivaut au prix de vente des C2E ou au coût de montage des dossiers? Alors, je sais plus, C'est la 14, slide d'avant, je pense. Bah, peut-être encore avant là. Il y avait un tableau. Non, non, avant ça. celui-ci peut-être, non? Non, Alors, là, je on peux est. préciser le numéro de la slide. Ce sera C'était aussi, plutôt 13 ou 14, je pense. C'était avant. d'accord, ici, peut-être. Euh, Peut-être. N'hésitez pas à préciser le numéro de la slide. Jean, slide 12. OK, c'est celui-là. Donc, effectivement, quand on revend son dossier, une fois qu'on a obtenu les C2E, si on fait tout en interne, ou en tout cas si on est sur un scénario de type 3 ou 4, où les C2E sont sur le compte de la collectivité qui va après les revendre à un obligé ou à un trader ou un délégataire, là, on peut parler du prix spot, qui est celui que j'ai évoqué, grosso modo de 8,50. Si on est sur une stratégie de valorisation de type 1 ou 2, c'est-à-dire avec un acteur qui rachète le dossier à la collectivité en amont de la signature du devis travaux, là, il faut intégrer dans le prix de rachat du dossier tout le coût de montage de dossier, etc., pour la structure qui rachète votre dossier en amont. Et donc là, c'est là où je dis qu'une collectivité accompagnée par une structure tiers, un délégataire avec une petite faute, pardon, vendra ses C2E à peu près 2 euros moins cher que le prix spot. Et donc, pour un cours à 8,50, on voit qu'actuellement, les collectivités se font racheter des dossiers à un prix d'environ 6 euros, 6,50 €. Voilà, j'espère que je réponds à la question. Alors, on a une autre question après. Est-ce que sur un même projet, on peut obtenir donc 80% de subventions publiques et en plus obtenir des C2E? Théoriquement, oui, mais je suis pas un expert là-dessus et il me semble que un certain nombre d'aides publiques demandent à défalquer les C2E avant. Même si en termes de gestion comptable, c'est un dispositif privé versus un dispositif public. Voilà, dans les stratégies de décompte, un certain nombre d'aides, mais je ne saurais pas citer lesquelles, demandent à décompter les C2E avant. Mais en tout Ok, cas, rien qu'avec les C2E, on peut être à plus de 100%. Et du coup, de façon certaine, en cumulant aide publique et aide C2E, on peut être à plus de 100% modulo ce que je viens d'évoquer avant. ok. On a une question après donc sur le scénario 1 qui demande quels sont les domaines d'activité les plus fréquemment rencontrés. Et on a eu une réponse en même temps dans le chat qui parle de calorifugage des conduits de chauffage, isolation des combles, qui sont les plus courants. Exactement.
Exactement. Donc là, ça fait partie d'un point que j'évoque un peu plus bas, mais ce sont les opérations pour lesquelles les C2E recouvrent voilà, quasiment 100% des travaux. Ils sont évoqués là, j'y reviendrai un tout petit peu après, mais du coup, merci à la CCSB pour cette réponse. Et donc, c'est vrai, effectivement. Voilà, puis après, il y a eu un complément de réponse, donc de côté acté sur la question qui avait été posée sur la notion d'actualisation. Et ben merci à Acté pour cette précision. Voilà, bah, je pense qu'on peut continuer. J'enchaîne le scénario 2. Donc, scénario 2, pardon, excusez-moi, on prend un prestataire pour gérer tout l'aval du dossier, qualification des dossiers, donc vérifier que c'est bon, plus contrôle travaux géré par le prestataire et revente des C2E, c'est-à-dire qu'on va chercher un partenaire pour revendre son dossier, alors que dans le scénario 1, remise sur facture, l'acteur qui va valoriser vos C2E est apporté par l'entreprise travaux qui a souvent un partenariat avec elle. Donc là, sur ces scénarios 2, comme je le rappelle, ça c'est vraiment important, il faut signer une convention avant de signer les travaux. Deux cas différents, soit on a un type de projet important et on peut valoriser au cas par cas ces travaux avec un délégataire ou un obligé en allant sur un site internet qui propose de valoriser les C2E, soit on a une convention pluriannuelle avec un acteur qu'on sollicite, qu'on sélectionne, idéalement avec une mise en concurrence, même si, comme je l'ai rappelé, la mise en concurrence n'est pas obligatoire pour sélectionner un partenaire pour une convention pluriannuelle de rachat de C2E. Légalement, on peut avoir plusieurs conventions de ce type-là. Après, je vois pas forcément l'intérêt si on travaille bien avec un acteur qui lui-même travaille bien. Mieux vaut avoir un seul process et un seul acteur avec lequel travailler. Et donc, pour sélectionner la bonne entreprise pour une convention pluriannuelle, ce qui est important, c'est de solliciter les retours d'expérience des entreprises, des autres collectivités. Nous, également, on fournit des noms et on essaie de mettre à jour notre base de données. Et puis, voilà, c'est important de regarder les prix proposés par ces acteurs-là au regard de la qualité du travail fourni et du niveau d'accompagnement qui est demandé, parce qu'une collectivité qui a déjà un service interne pour la gestion des travaux et le contrôle après travaux n'a pas le besoin du même niveau d'accompagnement qu'une collectivité, qu'une petite commune qui n'a rien et qui a besoin d'un processus beaucoup plus lourd jusque la vérification de ces devis en amont des travaux pour vérifier que les devis et les normes et les types de travaux sont bien compatibles avec les exigences du dispositif C2E. Voilà. Et je rappelle ici que dans cette stratégie-là, c'est pas à vous de gérer les contrôles, c'est à un tiers. Les scénarios 3 ou 4, donc là, la collectivité gère elle-même, va garder la propriété des C2E et va donc déposer le dossier C2E sur son compte émis. Pourquoi privilégier les scénarios 3 ou 4? Ça permet de récupérer un maximum d'aides C2E parce que les obligés, enfin les intermédiaires obligés des légataires qui vous rachèteront un dossier sur un scénario 1 ou 2 vont prendre entre 20 et 40% du montant des C2E. Donc là, ça vous permet de faire cette économie-là en partie. Ça vous permet de valoriser les dossiers C2E, même si le devis a été signé et si les travaux sont entamés. Ça, c'est fondamental, ce que j'appelle faire le pompier. Si vous avez raté des dossiers C2E, notamment des isolations importantes, et que le devis a déjà été signé, vous ne pouvez plus les valoriser avec les scénarios 1 et 2. Donc, il faut pour récupérer le montant d'aide C2E, que vous gardiez la propriété du dossier et si vous avez besoin, que vous fassiez accompagner sur un mode de scénario 3. Et puis enfin, ça permet d'intégrer les C2E dans une stratégie territoriale sur la gestion des contrôles travaux, sur le financement des dossiers, etc. Et donc, vous l'aurez sans doute compris, la différence entre un scénario 3 et un scénario 4. Un scénario 3, vous vous faites accompagner par un tiers qui est expert des C2E pour le montage, l'analyse du dossier et la validation de ce dernier pour être sûr, ou en tout cas pour limiter le risque qu'il soit retoqué par le ministère et le PNC2E.
Et le scénario 4, vous disposez de l'expertise en interne et vous jouez tout en interne. Donc, sur le scénario 3, forcément, dans la majorité des cas, vous allez payer un tiers pour faire ce travail-là. Et puis, il y a souvent des évolutions naturelles entre le scénario 3 et le scénario 4 quand on monte en compétences. Plusieurs points d'attention fondamentaux sur ces scénarios-là. C'est à la collectivité de gérer les éventuels contrôles travaux. Il y a à peu près plus de 70% des fiches, notamment tout ce qui est isolation, qui sont soumis à contrôle travaux. Et donc, c'est à la collectivité sur ces scénarios-là de sélectionner le bureau de contrôle coffraqué et d'assurer les contrôles travaux avant la fin du dispositif. L'autre chose fondamentale, c'est qu'on a un an avant la fin, après la fin des travaux, pour déposer un dossier C2E complet et valide auprès du PNC2E. Passé cette date d'un an, le dossier est caduc et on ne pourra plus obtenir un seul euro. Voilà. Donc, il y a un formalisme à obtenir et il faut anticiper tout ça, anticiper les contrôles travaux pour ne pas dépasser cette date de un an. Dernier point fondamental, c'est le fait que une collectivité ne pourra déposer qu'une seule fois un dossier, enfin ces dossiers dans l'année. Donc, ça veut dire que si elle fait plusieurs travaux, elle va être obligée de tous les regrouper. On parle d'année civile, de tous les regrouper pour faire un dépôt à un moment dans l'année, ce qui peut poser parfois un petit peu des problèmes, mais on y reviendra dans les retours d'expérience. Je vous propose du coup maintenant de passer aux retours d'expérience qui vont expliquer certains de ces scénarios-là et qui vont apporter un peu de concret sur les choix des scénarios et la manière dont c'est géré. Donc, je Là, on vais... a juste une petite question Ouais. qui vient d'arriver dans le chat qu'on peut peut-être prendre. Est-ce que le délai d'un an commence à date de PV de réception travaux? Le délai d'un an commence à la fin des travaux et pour valider la fin des travaux, on peut utiliser le document qui nous arrange. Donc, traditionnellement, on prend le moment où la facture a été signée, mais s'il y a eu effectivement des réceptions de travaux ou s'il y a eu à l'inverse j'ai oublié le terme, quand il y a un problème sur les travaux et qu'on n'est pas content, excusez-moi, j'ai oublié le terme, mais on peut mettre ah, une réserve. Merci. Et donc, ça peut être la levée de réserve aussi. Voilà, on peut utiliser le document qui nous arrange. Traditionnellement, c'est le paiement de la facture. Et donc, je passe la main à Nicolas Brivois, pardon, d'Auriac, pour qu'il nous expose leur stratégie. Je ne sais pas si on m'entend correctement. On t'entend bien, Nicolas. Impeccable. Merci à toi. Bonjour à tous. Moi, je représente la ville d'Aurillac. Donc, au niveau de la stratégie C2E qu'on a décidé d'appliquer, de définir, nous, au niveau du scénario 3, c'est-à-dire qu'on a décidé de s'impliquer dans le montage et puis la valorisation des C2E pour en garder la maîtrise, mais tout en décidant de se faire accompagner par des experts, parce que pour ceux qui débutent, les C2E, ça peut être quand même relativement complexe et ça évolue régulièrement. Euh, donc, euh, donc, c'est toujours bien d'avoir affaire à des gens qui suivent le sujet en permanence pour être au fait des dernières nouveautés et des points de vigilance à avoir pour le montage des dossiers. Donc, pour, euh, pour trouver le prestataire, nous, on a sollicité Aura2E qui nous a bien aidé puisqu'on a pu faire le tour de 7 prestataires différents. Et on a choisi en fait du coup de créer carrément un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le montage des dossiers C2E. Donc ça implique de faire une consultation auprès de différentes entreprises et de payer une prestation à l'année. Donc ça c'est un point important parce qu'il faut l'intégrer après au budget, le justifier auprès de nos directeurs généraux ou de nos élus. Et bon, quand la décision a été prise, moi, on m'a laissé carte blanche. Je suis parti sur cette option-là parce que c'est ce qui apporte pour nous, de notre point de vue, plus de souplesse, étant donné qu'on n'a que des travaux réalisés sur notre patrimoine propre à valoriser. Et un des points qui a été évoqué aussi par Grégoire et qui
nous a un peu fait défaut la première année, c'est effectivement on avait beaucoup de dossiers à rattraper en mode pompier. Donc on a été pris par le temps et c'est vrai qu'il y a pas mal de vigilance à avoir vis-à-vis de ce délai d'un an, même s'il y a beaucoup de souplesse vis-à-vis des documents qu'on peut aider, puisqu'on peut aller jusqu'au DGD pour déposer un dossier. Et on en a loupé quand même un ou deux en procédant de la sorte. Donc ça, c'est vraiment... enfin, si j'ai un conseil, moi, à donner aux collectivités qui veulent se lancer dans le scénario 3, c'est d'avoir quand même ces jalons en tête au niveau des délais pour le dépôt et se garder de la marge. Sur un dossier, s'il y a le moindre pépin au niveau du PNC2E, c'est retoqué, il se pose pas de questions. Je sais pas s'il y avait plus de pépins. On peut peut-être évoquer la façon dont on procède aussi au niveau des dossiers. Je sais pas si ça intéresse. Je t'entends pas, Grégoire. Ouais, je m'étais mis en sourdine. Je pense que c'est intéressant pour les collectivités qui sont là de voir le temps que vous y passez, combien ça vous occupe, quelle est la répartition des rôles entre vous et le partenaire, Ouais, précisément. d'accord. Ben, enfin, moi, j'y consacre pas beaucoup de temps parce que enfin, j'en ai pas beaucoup à y consacrer. Nous, au niveau de la ville, donc, on s'occupe de faire le repérage des travaux qu'on souhaite valoriser. Là aussi, on fait des choix stratégiques. C'est-à-dire qu'on ne valorise pas tous les travaux qui sont éligibles au C2E. Parce que il y a certains types de travaux, je prends par exemple le remplacement des menuiseries, où la valorisation ne vaut vraiment pas le coup de se lancer dans le montage du dossier, que ce soit en termes de gains financiers et de temps qu'on va avoir à y passer pour monter un dossier. Donc on présélectionne nous les travaux qu'on a ciblés qui nous semblent intéressants. Pour ça, on utilise les simulateurs ADEME où notre prestataire nous a mis, prestataire c'est Cléon, il nous a mis une plateforme à disposition pour faire des simulations. Et une fois que les travaux sont ciblés, on s'occupe de rassembler toutes les pièces justificatives. On les transmet à Cléon pour vérification. Et une fois que tout est bloqué, on organise un dépôt. Donc, il a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 2 mois, où on rassemble tous les dossiers qu'on a préparés pour le déposer sur le compte émis de la ville. Euh, on n'a pas encore fait de contrôle parce que ça, c'était des dossiers qui étaient concernés par la 4e période de valorisation. Donc, j'ai pas encore de retour d'expérience sur les contrôles, mais ça va arriver dans l'année qui va suivre. Je me permets juste de préciser cette logique de contrôle. Alors, on pourrait faire un webinaire de 2 heures là-dessus. J'ai 10 slides de présentation sur les contrôles. On ne les passera pas aujourd'hui, mais c'est un enjeu clé. Il y a plusieurs territoires, dont certains sont autour de la table, qui se demandent si on va pouvoir valoriser pour 150 000 euros de ces 2E parce qu'ils ont négligé la partie contrôle. Donc, c'est pas neutre. Voilà, il y a des stratégies qui permettent de faciliter, de se déroger des obligations de contrôle. Mais ça nécessite juste de prendre le temps de s'y poser et d'adapter sa stratégie aux obligations de contrôle. Donc, c'est important. Merci de le noter, Nicolas. Voilà, après, j'ai pas plus à rajouter. Bien. Est-ce qu'il y a des questions, des demandes d'approfondissement pour Nicolas sur la stratégie qu'il met en place? Donc, il y a une remarque d'Éric Vibey du CIAN qui dit attention d'ailleurs, la date de prise en compte pour la réception sur un PV est bien la date de prononciation de la réception, pas la date de signature qui parfois est postérieure, dossier refusé par le PNC2E. Et le CITEC qui demande comment se passe le dépôt avec Cléon. Comment ça se passe? Ben, ça se passe bien. Après, enfin, en gros, petit détail, la partie déposition enfin, dépôt des dossiers sur le compte EMI. Donc, on se fait des points régulièrement avant les dépôts. C'est un point par semaine pour justement bien contrôler, avancer et pas louper de dossier. Sur un dossier, donc on vérifie tous les documents transmis. Donc, par exemple, l'acte d'engagement, le devis, les éléments techniques, par exemple pour une isolation, si on respecte bien en fait les résistances thermiques minimum imposées par les fiches C2E, et toute la partie aussi après, donc PV de réception ou DGD. Donc ça, une fois que le dossier est bien complet, qu'on a toutes les pièces justificatives, on le considère comme prêt, et on en fait qui se charge de transmettre
tous les éléments au PNC2E. Voilà. Je suis suffisamment clair là-dessus. Je pense, sinon n'hésitez pas à préciser. Moi, peut-être un élément intéressant, peut-être rappeler la stratégie de Cléon qui est un peu différente des autres acteurs qui se positionnent sur ce segment intermédiaire, sur le financement de Cléon. Indiquer que bah, du coup, c'est pas un financement qui est lié Enfin, je te laisse expliquer quelle est Ouais. la opération de Cléon et quel est leur rôle par rapport à un dossier qui n'irait pas au bout. Comment ça se répartit, la prise de risque? Parce que ça, c'est un enjeu clé. Il y a pas mal de Oui. dossiers qui vont pas au bout. Euh, Typiquement, alors par rapport aux enjeux, donc c'est la ville qui porte le risque en fait si un dossier n'aboutit pas. J'ai eu le cas sur un dossier, bon, où, au niveau des délais, on avait dépassé en fait le délai sur la date de réception du PV. Et donc là, c'est la ville qui s'est assise en fait sur le montant valorisable des C2E parce qu'on était aussi en mode pompier, quoi. C'était un chantier qui s'est terminé il y a 1 ou 2 ans, donc il n'y avait pas eu de valorisation prévue en amont. Donc ça, c'est voilà, faut en avoir conscience parce que ça peut représenter quand même des sommes qui sont pas négligeables. Euh, et ça nécessite surtout d'avoir une personne qui suit un peu le dossier C2E au sein de la collectivité en permanence. Ça, c'est essentiel d'avoir un interlocuteur ressource qui coordonne ces dossiers-là, quoi. et j'en profite avec la question d'Acté qui demande s'il y a un seul référent C2E parmi tous les services chez vous. Euh, enfin, moi, je suis le référent C2E, mais voilà, pour l'ensemble de la collectivité, ouais. C'est plus simple pour se coordonner, même vis-à-vis du prestataire qui nous aide à monter les dossiers. Avoir un seul interlocuteur aussi, ça facilite les choses. En tout cas, moi, je le recommande. Autre question pour toi, cette solution est-elle plus intéressante financièrement que la valorisation par un partenaire? Alors j'imagine que par un partenaire, ça veut dire la solution 2, où on revend le dossier en amont. Ouais. J'imagine que c'est ça. Est-ce que tu peux expliquer Alors, pour détailler un peu le prix, alors c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que quand je compare ces prix-là, moi, je n'intègre pas le temps qu'on y passe aussi en interne. C'est compliqué entre guillemets, d'analyser entre les deux situations, mais pour nous, financièrement, c'est plus intéressant parce qu'on maîtrise la date de la vente des C2E. C'est-à-dire que si, au niveau de nos projets travaux, on n'intègre pas la valorisation des C2E dans un plan de financement. Par la nature des C2E, c'est un choix qui a été fait. Vu que c'est une aide qui arrive après coup et on ne sait pas à quel prix on va la valoriser, on a décidé de l'écarter de tous nos plans de financement de travaux. Et actuellement, du coup, par rapport à ce qui nous était proposé par vis-à-vis d'un partenariat avec un RAI, je ne fais pas tout le monde ça, mais en gros, c'est la partie où on est aidé entre guillemets, de A à Z et où on va valoriser aux alentours de 6,50 le prix du mégawattheure PUMAC au niveau des C2E. Là, avec la ville, en passant en direct, on valorise à 8,50. Et avec Léon, on a décidé de monter un contrat où ils sont rémunérés au dépôt du dossier. C'est-à-dire que pour chaque dossier, il y a une part fixe et une part variable qui est en fonction du volume déposé. À titre d'exemple, j'ai dû faire un dépôt de 11 000 MWh PUMAC. Je crois qu'au niveau de la facturation, on était entre 1 500 et 2 000 euros. Donc, il faudrait prendre tous ces éléments-là et les comparer par rapport à ce que ça pourrait représenter en termes de pertes sur le volume si on avait valorisé que 60 ou 80% des 11 000 MWh PUMAC au prix. Si je suis très clair là-dessus. si peut-être repréciser, est-ce que le prix est fixe ou est-ce il y a une partie fixe plus une partie variable en fonction du montant? J'ai une partie fixe en fait de 300 euros par dossier, avec une part variable à 0,10 euros du mégawattheure. Voilà, donc 300 euros par dossier, si on reprend le calcul de Nicolas tout à l'heure, qui est assez vrai, hein, où un intermédiaire prendrait entre 2 et 2,50 € pour chaque mégawattheure QMAC, 300 euros, on voit que c'est 150 mégawattheures QMAC, grosso modo. Donc c'est quand même des petits dossiers, donc ça c'est la part fixe que prend le prestataire, et après il y a une part variable.
Donc, dès qu'on est sur des micro-dossiers, c'est plus intéressant de passer sur un scénario 2. Mais le problème, c'est que du coup, on va avoir aucun partenaire prestataire qui va accepter de valoriser des tout petits dossiers pour la raison qui est évidente qu'il y a des coûts fixes, etc. Et plus le dossier va être gros, plus ce type de partenariat est intéressant. Modulo le fait que, même si tu n'as pas encore rencontré ce cas-là, Nicolas, ce sera à vous de payer le surcoût des contrôles travaux s'il y en a, Oui. alors que dans un scénario 2, le coût des contrôles travaux est intégré par le partenaire. Voilà. Donc, Moi, j'avais quand même fait un peu l'analyse par rapport à la saison 4 des C2E, entre guillemets, où on avait un prestataire qui aidait en type scénario 2 pour des volumes plus ou moins équivalents. Je crois que le coût à manquer en termes de valorisation, ça avoisinait entre les 15 000 et 20 000 euros. Voilà. Même si j'intègre en fait le coût des contrôles en gardant la main, je suis quand même bien loin de ce que ça représentait à l'époque. Et c'était pas les mêmes coûts de valorisation. oui. Donc, il y a deux éléments sur les stratégies financières pour comparer d'un point de vue économique, les scénarios 2 et scénario 3 tels qu'il est présenté par Nicolas. Il y a premièrement le fait que sur un scénario 3, donc comme la ville d'Aurillac, il y a une dérogation sur les contrôles pour les collectivités qui font des travaux sur leur patrimoine et qui les déposent sur leur compte. Ces collectivités-là ne sont pas obligées de faire des contrôles travaux sous réserve qu'il y a moins de 20 dossiers déposés qui sont soumis à contrôle et sous réserve que l'ensemble des dossiers déposés fassent moins de 5 gigawattheures QMAC. Donc ça peut permettre de faire des économies quand on sait qu'un contrôle coûte en moyenne entre 200 € si on est à la métropole de Lyon et 400 € si on est dans le Cantal et qu'on est un peu plus reculé. Voilà, donc ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est le fait que le prix du C2E est plutôt sur une tendance haussière parce que le dispositif prend encore de l'ampleur. Et donc, si Nicolas la ville d'Aurillac avait vendu ses C2E au moment des devis, il les aurait vendus sans doute à un prix qui était à l'époque de 5,50, quelque Même chose. moins, je crois. C'était à Voilà, 4,50 €, 5 €. voilà. Et donc là, maintenant, quand les dossiers vont être déposés, il va pouvoir les revendre à 8 €. Donc, il y a aussi cette trajectoire-là. Si on est sur une trajectoire haussière, bah, forcément, on est sur une tendance intéressante et il est intéressant pour la collectivité de choisir le moment où elle vendra ses C2E, sachant que les C2E peuvent être gardés sur son compte, conservés pendant près de 10 ans. Je ne vais pas vous donner la formule exacte, mais c'est un ordre de grandeur. Voilà. Dernière question, et puis après on passera à un autre retour d'expérience. Sur quel compte sont déposés les dossiers, compte émis de Cléon ou le vôtre? Du coup, c'est le compte émis de la ville. Voilà. C'est l'essence même de ce scénario 3 où la collectivité reste propriétaire et donc c'est déposé sur son compte. Ça pourrait être déposé sur le compte de Cléon si on était sur un dépôt en regroupement, mais je ne veux pas trop complexifier la discussion en parlant de ces dépôts en regroupement. Merci beaucoup. Voilà, donc on a les retours là dans le chat à 450 € par contrôle. Où peut-on trouver le détail sur ces clauses dérogatoires? Bon, je les enverrai. Il y a 8 slides de présentation sur les contrôles travaux et les conditions de dérogation. Je vous les enverrai avec la présentation et si besoin, je peux faire un webinaire spécialement sur les contrôles travaux, les stratégies de dépôt et de sélection des bureaux d'études COFRAC. Merci beaucoup, Nicolas. Je vais donner la parole au CITEC. Et donc, en introduction, pour le CITEC, ici, vous avez les territoires qui ont des stratégies d'accompagnement au montage des dossiers C2E en région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous voyez que pour beaucoup, c'est à l'échelle départementale. Ici, vous avez la liste pour un certain nombre des syndicats d'énergie qui proposent aux territoires de valoriser les C2E des communes. Alors, parfois, ça nécessite d'être adhérent au syndicat. Parfois, ça se fait sous un montage 2 avec le rachat par le syndicat
du dossier moyennant une aide aux travaux qui est supérieure à la valorisation des C2E. Parfois, ça se fait sous un scénario 3 en prélevant ou pas un montant total du dispositif C2E, de l'aide C2E pour financer le service. Et puis, il y a aussi des dispositifs montés par des EPCI. Je pense notamment à Grenoble-Alpes Métropole, je pense notamment au CCC 15 et au CITEC qui va nous en parler dans une minute, qui ont monté des partenariats côté Cantal et qui fait ça en propre côté Grenoble-Alpes Métropole pour valoriser les C2E des communes. Et un dernier point, côté Puy-de-Dôme, donc l'ADUM et le CD63 mettent à disposition une plateforme NRPro, qui est une plateforme d'identification de plusieurs acteurs qui peuvent valoriser les C2E. Voilà, donc on est encore sur un autre schéma de valorisation. Sur ce, j'arrête et je laisse la parole au CITEC. Salut. Bonjour à tous. Bonjour. On vous entend, parlez bien fort, mais on vous entend. Ok, ça marche. Alors le CITEC, syndicat des territoires de l'Est Cantal, on est de l'autre côté du Cantal vis-à-vis d'Aurillac, un territoire qui est plus rural. On est un syndicat qui regroupe sur cette compétence-là 2 communautés de communes et 88 communes, donc 90 collectivités. On n'a pas de patrimoine en propre à faire valoriser, donc il s'agit uniquement de valoriser les opérations sur le patrimoine des communes. Donc on est sur une configuration un peu différente de ce qui a été présenté jusque-là. On partait, nous, d'un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Certinergie, qui s'est fait racheter par Engie à un moment donné et est devenue une espèce d'entreprise vraiment avec un fonctionnement de rentabilité quoi, au maximum, qui a délaissé complètement la partie service aux collectivités dont nous, on avait bien besoin. Et donc, qui arrivait à un système que tu décrivais, Grégoire, où il était impossible de valoriser des entre guillemets, petites opérations. Je le mets entre guillemets parce que pour certains, ce sont effectivement des petites opérations. Pour nous, c'est l'essentiel de ce qui se passe. Donc, il y avait ce problème-là, puis d'énormes problèmes de personnes en charge qui changeaient tous les 4 matins, des dossiers qui se perdaient dans les limbes avec une dilution des responsabilités. Et on en arrive aujourd'hui, ça fait plus de 6 mois qu'on a rompu la collaboration avec eux. Ils sont en train de nous dire encore aujourd'hui, la semaine dernière, tel dossier finalement, on vous avait dit qu'on allait le prendre en charge, on ne le prend pas en charge. Telle demande d'indemnisation sur un dossier dont on a admis que c'était notre faute s'il est passé à la trappe. Finalement, on n'a toujours pas de nouvelles sur des trucs. Ça fait 6 mois qu'on avait acté que ça devait être réglé, quoi. Donc, on est passé avec un autre prestataire qui s'appelle Elio et qui, eux, pour le coup, sont beaucoup plus présents là-dessus et surtout nous valorisent les projets les prestations sans minimum. Donc, nous, on peut tout à fait faire valoriser un changement de fenêtre qui rapporte 150 €, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau de la rémunération, du coup, là, on est passé récemment à 6,20 €, dont 50 centimes sont prélevés pour le CITEC. Et ça permet aussi d'intéresser un petit peu notre structure et de participer faiblement, mais néanmoins à l'effort qu'on fournit à ce niveau-là. Donc, on est sur un système, je pense, de type 2 de ce que tu disais, où c'est directement fait sur le compte de Helio. On fait la mise en relation et ensuite, dans un cas qui n'arrive quasiment jamais, mais idéal,
où, une fois qu'on a fait la mise en relation, l'échange de documents et d'infos se fait de façon fluide entre le maître d'ouvrage directement et Elio. Et puis ensuite, il y a la réalité où tous les cas sont différents en fonction du niveau de connaissance, d'implication, etc., des interlocuteurs au niveau des maîtres d'ouvrage, où il faut voilà, intervenir de temps en temps pour voilà, fluidifier relancer, etc. Et puis être bien sûr que le suivi côté Helio soit aussi soit aussi bon, voilà, qu'ils soient bien à jour, qu'ils n'aient pas oublié d'éliminer de leur outil de suivi telle prestation pour laquelle on a dit qu'on laissait tomber, etc. Donc on a un rôle qui pourrait paraître totalement accessoire de prime abord, où on se dit finalement on paye une prestation pour se défausser complètement. C'est pas le cas, c'est pas du tout le cas. On a un rôle absolument essentiel à jouer et qui permet de récupérer certains dossiers qui seraient partis dans les limbes autrement. Voilà, je sais pas si on peut peut-être déjà prendre des questions parce que j'ai fait je pense, un tour assez complet. Pour le moment, il n'y a pas de questions dans le chat, mais moi, je suis intéressé à développer un ou deux aspects. Donc, effectivement, là, vous êtes dans une stratégie territoriale où, parce que les communes du territoire ont une connaissance partielle du dispositif, vous vous êtes dit que même l'option 2, le scénario 2, c'est-à-dire de monter un partenariat en propre, ça risquait d'être compliqué. Et là où je vous rejoins, c'est que sur des territoires moins attractifs, car plus difficiles d'accès avec des communes plus petites, on a plus de mal à monter des territoires intéressants. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas faisable, ça veut dire que c'est un peu plus chronophage. Et voilà. Donc, c'est intéressant d'avoir un territoire comme le CITEC qui permet de regrouper une dynamique et de présenter des choses à une échelle territoriale pour le bénéfice des communes du territoire. Comment c'est ressenti par les communes du territoire, ce partenariat et malgré tout la difficulté que représente intrinsèquement le dispositif C2E? Oui, c'est ça. Moi, je corrigerais et j'irais plus loin que toi. C'est qu'il y a pas une connaissance partielle des C2E, il y a une totale méconnaissance des C2E. Donc, les questions de savoir si, par exemple, c'est du financement privé ou public qui doit compter dans les 80%, machin truc, c'est des trucs, soit ils s'en foutent complètement, soit ils savent pas quoi faire et voilà, donc ils connaissent pas du tout. Et si on n'est pas là, il y a que certaines opérations qui sont juteuses, qui attirent des prestataires privés ou pour le coup sur lesquels ils se feront démarcher. Et donc ce sera du coup par coup sur des grosses opérations. Donc en fait, 95% des opérations faites sur le territoire passeraient à la trappe si on se contentait de ça. Donc d'ailleurs, ce qui nous pose un petit souci parce que, enfin, il y a un équilibre à trouver, mais en gros, ils vont demander systématiquement enfin, ils vont être tentés d'accepter systématiquement des propositions qui viennent de l'extérieur. Donc, nous, notre rôle, c'est de dire, attendez, nous, on a un service sur lequel on mutualise un petit peu les coûts et les retombées. Donc, c'est aussi parce qu'on va mettre des grosses opérations dans notre partenariat avec Helio à 6 euros, maintenant 6,20 €, qu'on va pouvoir valoriser tout le reste. Et d'un autre côté, on ne peut pas leur dire, par contre, vous êtes obligé de passer avec Helio. Simplement, faites attention, ce qu'on vous propose de l'autre côté, faites attention à ce qu'on vous sépare bien, comme tu disais tout à l'heure, le coût de l'opération d'un côté et le prix des C2E de l'autre, que vous puissiez comparer réellement, quoi. Et donc on a une vigilance par rapport à ça qui provient de cette incompréhension du système des cellules. Et comment c'est perçu? C'est comment dire, c'est bien perçu parce que c'est une recette supplémentaire qui n'est pas assortie de contraintes par rapport
au taux minimum d'autofinancement sur les projets. Mais d'un autre côté, c'est assez complexe, c'est des primes qui sont parfois un peu dérisoires par rapport à certains projets. Voilà, là, par exemple, il y a peu de temps, j'ai eu un maire au téléphone qui me disait, bon, on a 1 million d'euros de travaux, vous proposez 7 000 euros de C2E. Voilà, donc après, c'est le travail aussi de dire, mais vaut mieux mettre ça en parallèle avec le coût réel de la rénovation énergétique et mettre les choses en perspective parce que, évidemment, dans son million d'euros, il y a énormément d'autres choses aussi. Exactement. Une question du CCSB, comment se passe la gestion financière de la rétribution aux communes? Eh ben, on centralise et on redistribue. Ça passe par vous, c'est pas le partenaire qui paye directement les communes. Non, le paiement se fait le paiement se fait directement de Helio aux communes et il y a une partie qui revient juste au CITEC. Ouais, non, ça se fait Oui, bien, c'est vrai. ça se fait bien. Oui, c'est des virements séparés. Elio paye les communes pour leur C'est C2E ça, et en fin d'année, Elio vous verse une contribution sur l'ensemble des C2E qui a été. c'est ça. Oui, enfin, c'est pas en fin d'année, mais c'est de manière assez régulière. Il y a des appels de fonds réguliers qui se font, mais qui se sont sur ce principe-là. Ouais. Ouais. Une question sur le conventionnement. Qui conventionne avec qui entre les communes, vous et le prestataire? Bah là, avec Helio, c'est assez simple en fait, parce qu'il y a simplement une convention qui lie en fait Helio au CITEC, donc qui nous permet nous de faire la mise en relation, et c'est suffisant en fait. Ensuite, il y a des dossiers qui sont identifiés, Helio les analyse, les instruit, les amène en paiement, mais il n'y a pas d'autres formalismes directs en fait, uniquement de signer ce qu'on appelle l'accord d'incitation financière entre la commune et Helio pour chacun des projets, mais voilà, ce sont des documents assez simple en fait à, à remplir pour les porteurs de projets. Donc il n'y a vraiment qu'une seule grosse convention qui cadre un petit peu tout ça. Nous, c'est vrai que la problématique du territoire étant qu'il y a beaucoup de, comme Mehdi l'indiquait tout à l'heure, il y a beaucoup de communes. Une bonne partie de notre travail consiste en fait à faire de l'animation, de l'explication, rassurer aussi, parce qu'il y a aussi des démarchages assez agressifs qui font que certaines communes ne savent plus trop à qui se fier. Donc nous, on est vraiment là beaucoup pour expliquer, rassurer, mettre en place et également indiquer ça, parce qu'il y a aussi des communes qui ignorent la possibilité de valoriser les C2E. Et en fait, le partenariat avec Helio nous permet voilà, de leur donner une formule un peu clé en main, simple, avec laquelle ils sont relativement, qui est simple à gérer et avec laquelle ils se sentent en confiance, et qui permet d'être, ça c'est quelque chose qu'on a bien négocié avec Helio, d'être bien conforme aux caractéristiques de notre territoire, à savoir un accompagnement vraiment personnalisé. Donc ça, c'est vraiment important pour les petites communes. La possibilité de valoriser toutes les opérations, ça a été dit tout à l'heure, mais ça, c'est vraiment très important aussi pour les petites communes. Et le fait également d'avoir des paiements assez tôt, puisque Helio permet verse ses primes avant la validation du pôle national CC2E. Donc ça permet aux communes de récupérer ces C2E de plusieurs mois plutôt que ce qu'on avait auparavant avec notre précédent prestataire. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est assez important, quoi. Oui, je terminerai là avant de donner la parole au troisième retour d'expérience. Mais effectivement, en termes de convention, Elio et le CITEC ont une convention cadre pluriannuelle, alors que Elio, pour chaque signe avec chaque collectivité, une convention de type K1 évoquée sur la slide que vous avez sous les yeux, qui est une valorisation au cas par cas avec un montant spécifique. Voilà, même s'il a été conventionné en amont avec le CITEC. Voilà, un petit point peut-être aussi à préciser, simplement, c'est que on essaie effectivement de mettre au maximum des projets, de faire identifier les projets avant la signature, comme tu le précisais bien tout à l'heure. Mais malgré tout, Helio, petite parenthèse, nous permet aussi de valoriser des opérations qui auraient été faites, qui sont valorisées après coup, par le système que tu as évoqué très rapidement de regroupement. Sans rentrer dans les détails, ça permet simplement, malgré tout, de récupérer des opérations qui ont déjà été faites et qui n'ont pas été dont le dossier n'a pas été monté avant la signature des devis. Donc, on a aussi cette possibilité-là de jouer sur les deux tableaux avec Helio, quoi. Et ce qui est particulièrement important dans notre cas où on ne fait qu'arriver
en soutien de tiers, en fait. Donc, c'est très différent pour une collectivité qui maîtrise l'entièreté de ces opérations. C'est ça, nous, en résumé, l'équilibre qu'on a cherché à trouver, nous, c'était compte tenu du fait qu'on a quand même du temps limité, qu'il y a beaucoup de communes et qu'on gère aussi d'autres dispositifs Voilà. à côté. Pour Chaleur et Acté, pour lesquels, pour le coup, on regroupe les financements. C'est pour ça que je suis Voilà, c'est ça. Et du coup, là, l'idée, c'était de trouver le bon équilibre entre un temps à passer, enfin, qui est conforme à ce qu'on peut, à ce qu'on peut, nous, contribuer, et en même temps d'avoir un accompagnement qui soit, une bonne partie de l'accompagnement qui soit prise en charge directement par le prestataire. Donc, au regard des caractéristiques de notre territoire, de notre temps disponible et du nombre de communes et du projet à gérer, ça nous semble être pour nous le bon équilibre adapté à nos caractéristiques locales, quoi. Parfait. Merci beaucoup, messieurs, pour cet exemple et ces échanges. Je dis un dernier mot avant de passer la parole au plan d'achat CEDRE que je remercie pour la présentation. Juste pour dire, on a évoqué plusieurs fois quels sont les travaux les mieux financés. Donc, pour dire que effectivement, toutes les fiches ne sont pas mobilisées de la même manière et que celles qui sont les plus mobilisées correspondent souvent aux travaux avec une couverture C2E importante. Donc là, j'ai mis une liste non exhaustive d'opportunités financières générées par les C2E. En ce moment, il y a le raccordement au réseau de chaleur qui propose 90 000 € d'aide C2E pour des bâtiments d'inférieur à 7 500 mètres carrés et encore plus, donc c'est pour des bâtiments de taille supérieure. Donc c'est un montant forfaitaire qui est très important. Donc en ce moment, il y a beaucoup de démarchage des collectivités qui ont des réseaux de chaleur pour bénéficier de cette aide-là. La mise en place d'une GTB qui représente grosso modo entre 10 et 80% d'aide. Pourquoi c'est très variable? Parce que c'est proportionnel. L'aide C2E est proportionnelle à la surface et non pas à la complexité de la GTB. Une GTB dans un gymnase va être relativement simple à mettre en place, peu coûteuse, mais ça va représenter beaucoup de mètres carrés, donc on peut quasiment arriver à des opérations à 1 €. Alors que par exemple dans un lycée, etc., où ça va être beaucoup plus complexe, on va être sur des montants moindres au regard des coûts investis. Isolation de comble, pareil, on peut être entre 30 et 90% d'aide C2E, suivant la complexité, suivant le risque d'avoir des surcoûts liés à des difficultés d'accès ou par exemple à du dépôt de matériel existant, etc., etc. Et les opérations à 1 € qui correspondent pour la plupart à des isolations de réseau ou des isolations de points singuliers qu'on a déjà évoquées. Voilà, en moyenne, on pourrait dire que les C2E représentent entre 5 et 20% du coût des travaux, mais il y a beaucoup d'opérations. Dernier point, donc à citer de façon très importante, toutes les opérations associées au coup de pouce chauffage des bâtiments tertiaires et les bonus pour les travaux de rénovation qui sont sous forme de marchés globaux de performance, CPE, où là, il y a des bonus très incitatifs qu'on n'aura pas le temps de développer aujourd'hui, mais on pourra faire d'autres points spécifiques sur ces financements avec des montants pour la mise en place de PAC qui peuvent être également très importants et des aides dans le cadre de marchés globaux de performance, des aides C2E qui peuvent également être très importantes. Sur ce, je laisse la parole au CEDRE, que je remercie pour l'intervention. Bonjour à tous, merci pour votre accueil. Donc, Hugues Faure, je suis consultant bâtiment énergie au CEDRE et je suis accompagné de Grégoire Deveron que je laisse se présenter. Grégoire Deveron, donc délégué régional. Donc, brièvement, le métier traditionnel du CEDRE, c'est d'accompagner une communauté d'adhérents, donc diverses associations, entreprises, également beaucoup d'écoles, des EHPAD, des syndicats d'énergie et puis des petites mairies aussi, souvent des mairies en milieu rural. L'objectif, nous, c'est d'accompagner en tant qu'acheteur la politique de frais généraux, tout ce qu'on appelle les achats indirects, donc tous ces adhérents pour faire en moyenne donc, des économies, en moyenne entre 20 à 60% d'économies selon les familles d'achat. Les frais généraux, qu'est-ce que c'est? Ça va être les fournitures de bureau, les produits d'entretien, le matériel informatique, les copieurs, les extincteurs, les véhicules, mais également sur des sujets comme les C2E
le décret tertiaire, la dématérialisation, l'énergie, qui sont des sujets où des experts comme Hugues Faure, à qui je vais laisser la parole, nous pouvons également accompagner. L'objectif, en un mot, l'objectif du CEDRE, c'est de rééquilibrer le rapport de force entre des fournisseurs qui sont souvent gigantesques, très grands, et des adhérents qui sont plus petits, et de pouvoir donc, par l'effet groupement, négocier des prix, voilà, des prix et des conditions grand compte. On travaille aussi beaucoup sur le achetons autrement, on cultive la sobriété en essayant de s'éduquer tous sur la sobriété. Les meilleures économies, c'est celles où on n'achète rien. Également en achetant mieux. Donc, on challenge les fournisseurs régulièrement et on les sélectionne sur leurs actions environnementales et écologiques. Et puis, achetons ensemble, bien sûr, parce que c'est en étant plusieurs on peut avoir plus de poids aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Hugues sur les C2E. Voilà, donc nous accompagnons des adhérents donc, qui sont principalement des structures liées à l'enseignement privé, donc de la maternelle à l'enseignement supérieur, du médico-social de tout type, diverses associations et camping, hôtellerie, entreprises très variées. Et c'est dans ce cadre-là que je collabore un peu de temps en temps avec Aura 2E sur des projets d'efficacité énergétique pour apporter de l'aide à nos adhérents, et je les remercie pour les informations qu'ils leur donnent. Donc le CEDRE a mis en place un marché C2E, mis en place une stratégie d'achat à la demande de nos adhérents. D'abord parce qu'il y a eu un constat qui a été fait, c'est qu'on avait des retours de nos adhérents qui disaient qu'il manquait de visibilité, notamment sur les travaux en prestations C2E avec les prestations à 1 euro. Et en fait, les adhérents n'arrivaient pas à savoir combien véritablement pouvaient générer les C2E et s'ils ne se faisaient pas avoir et s'ils ne pouvaient pas avoir un peu plus de C2E pour pouvoir payer des travaux de meilleure qualité. Parce que ce qui est cherché à travers les C2E, ce n'est pas la qualité des travaux, mais c'est les performances de kilowattheure QMAC. On a vu qu'on avait beaucoup d'adhérents qui aussi montaient des dossiers donc C2E et qui parfois n'aboutissaient pas parce que en fait les dossiers étaient recalés par les délégataires, les obligés, parce qu'il manquait toujours une virgule, une petite phrase sur un devis ou une qualification d'une entreprise, et ils s'en rendaient compte à la fin. Et le temps d'avoir les informations, le délai de dépôt de dossiers était rejeté. Voilà. Et donc, le dossier arrivait à terme et le dossier était rejeté. Donc, parfois, ça pouvait être des sommes assez importantes, une centaine de milliers d'euros parfois sur certains dossiers. Donc, des gros enjeux financiers pour nos adhérents. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, au niveau des C2E, la valorisation était assez aléatoire. D'un devis à un autre quand les adhérents nous envoyaient des devis et pour qu'on regarde, et on se rendait compte qu'il y avait une vraie disparité et donc un besoin d'aide pour cadrer la chose. Voilà. Et donc on a voulu accompagner notre client final, donc c'est-à-dire l'adhérent, pour qu'il ait une meilleure maîtrise de la qualité de ses travaux et qu'il puisse avoir des achats plus responsables. Donc, notre vision, comment on a décidé d'encadrer les prestations? Donc déjà, d'apporter de la transparence sur la valorisation. Donc, on a sélectionné des prestataires. Donc, on travaille aujourd'hui avec un mandataire et un délégataire qui annoncent le montant de la valorisation. C'est-à-dire qu'on a un prix qui est encadré et par palier. C'est-à-dire que sur un certain nombre de mégawattheures QMAC générés par dossier, on va avoir un certain montant de valorisation. Et plus il y aura de QMAC à valoriser, plus la valorisation va être élevée. Donc, on a décidé aussi d'apporter de la transparence et de mieux maîtriser donc, cette valorisation en apportant plusieurs offres. Donc, vous voyez, on a fait le petit schéma à gauche de votre écran, où on peut voir schématiquement comment ça se passait chez nos adhérents, avec donc les frais de gestion du prestataire, délégataire, mandataire, parfois donc le fournisseur, donc ça pouvait être souvent l'installateur qui valorisait lui-même les C2E et qui prenait une marge, et puis les C2E finales pour le client final. Voilà, donc le but du CEDRE, c'était de mieux gérer les frais de dossier du prestataire, parce qu'on leur apporte un volume, et il y a les frais d'assistance, donc les frais de mise en relation que prend le CEDRE, qui sont annoncés, tout est transparent, et qui permet à nos adhérents d'avoir une meilleure performance sur leur C2E. La troisième plus-value qu'on voit, c'est sur ce suivi des dossiers, c'est-à-dire qu'on a des prestataires qui s'assurent que le dossier est complet et conforme pour favoriser une issue favorable au dépôt des dossiers. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sauf
cas vraiment exceptionnel, les dossiers sont tous validés grâce au suivi par nos prestataires du montage de dossiers. Comment est-ce qu'on fait? Donc, on a mis en place une mise en relation qui est assez simple avec les prestataires. On se sert donc de fiches découvertes où, en fait, dès le début, on demande un maximum d'informations à nos adhérents par rapport aux travaux qu'ils vont faire. Ou alors, ça peut se passer directement par la plateforme adhérente. Donc, ça, c'est pour le mandataire. Où, en fait, l'adhérent est invité à monter lui-même le dossier. C'est-à-dire que notre délégataire référencé va prendre tous les éléments et va monter lui-même le dossier pour l'adhérent. Et l'autre stratégie, donc via la plateforme de l'espace adhérent, c'est notre mandataire qui va accompagner la mise en place du dossier C2E par l'adhérent lui-même. Donc voilà. Donc c'est une stratégie qui rejoint ce qui était déjà dit avant, c'est qu'on invite les adhérents à dissocier la valorisation des C2E des travaux pour essayer d'aller chercher vraiment le plus de performance. Voilà. Donc, 2 exemples qu'on peut donner de dossiers aboutis. Donc, là où on a plus de plus-value, c'est sur les dossiers complexes. Par exemple, je prends un dossier d'un adhérent qui a un gros site, 52 hectares, des dizaines de bâtiments, qui fait de l'accueil de groupes, de personnes malades et plusieurs milliers de personnes qui utilisent le site parfois, par jour. Et on voyait que le fournisseur faisait une valorisation pour l'installation du GTB de 90 000 €. Et en fait, on s'est rendu compte en travaillant avec nos fournisseurs qu'en jouant sur les coefficients multiplicateurs et en faisant mieux bénéficier du coup de pouce, en fait, l'adhérent pouvait maximiser donc, son gain de C2E. Donc, on est passé à 120 000 €. Et juste parce que voilà, on a pu accompagner l'adhérent sur ces coefficients multiplicateurs et sur cette réflexion au lieu de plus fine de répartition des locaux. Sur les dossiers plus simples, donc par exemple un bâtiment de bureau, il y avait 324 mètres carrés de soufflage à faire et du calorifugage. Là, on a une valorisation qui est, par rapport aux fournisseurs, on était un peu au-dessus. Donc, on est sur les petits dossiers, on n'est pas... Pardon, le slide doit être un peu faux parce qu'il y a un kilo-euro là pour le cèdre qui fait un bonus x 1000 Ah oui, en ah oui, travaillant avec vous. effectivement. Je veux bien Désolé. croire que vous soyez efficace, mais... Oui, alors excusez, oui, alors c'est de la publicité mensongère. Je veux dire, non, c'est une erreur de ma part. Effectivement, il y a un cas qui s'est baladé. Donc, on est à 432 tout court. Et donc, vous voyez, on n'est pas effectivement sur les deux. Il y a une erreur. Je suis désolé. Donc voilà. Donc en fait, on est un peu au-dessus on était un peu au-dessus du fournisseur. Donc sur les petits dossiers, on aura une plus-value qui sera pas très forte, ou alors parfois même on est capable de dire à nos adhérents qu'ils ont un prestataire qui va avoir une meilleure valorisation. Et donc on est capable de leur faire l'élément de comparaison. Donc c'est-à-dire qu'on les invite à cette réflexion de dissociation de la valorisation et des travaux et de mettre les choses sur la table et de voir où est-ce qu'il y aura plus d'intérêt pour eux. Et donc d'arriver à voir qu'est-ce qu'il y a de vraiment de mieux pour eux. Voilà, donc c'est la stratégie qu'on a mis en place. Revenir à votre commentaire précédent parce que les euros n'ont pas tous la même valeur suivant l'acteur qui les valorise. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un risque que le dossier n'aille pas au bout et que si on a un process avec un acteur qui est référencé, qui a des habitudes de travail avec le cèdre, on a sûrement plus de probabilité d'arriver au bout et de toucher son aide C2E qu'avec un opérateur lambda avec lequel on n'a aucune habitude de travail et qui n'est pas référencé. Donc les euros ne valent pas la même chose suivant qu'on est sur un acteur référencé ou pas. Oui. Tac. Voilà. Et après, je vous ai mis, si vous voulez plus d'informations, je vous ai mis les coordonnées de Grégoire, donc le délégué régional qui est responsable du lien avec les adhérents et des personnes qui éventuellement ont des questions par rapport à notre groupement d'achat. Voilà ce que je pouvais dire sur notre stratégie en quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions pour le cèdre? Non, bah écoutez, ça va être pour moi l'occasion de terminer et de vous remercier, le CED, pour cette présentation.
Moi, je suis toujours intéressé par les structures comme ça qui montent des offres territoriales ou en tout cas pour des acteurs tiers parce que on voit qu'il y en a besoin. On l'a présenté lors de ce webinaire. Il y a plein de stratégies de valorisation des C2E qui s'adaptent à tous les besoins, mais celles qui sont les plus globales, les plus territoriales, sont celles qui vont permettre à un maximum d'acteurs d'aller au bout de la démarche, que ce soit des tertiaires publics ou du tertiaire privé. Et donc, c'est bien qu'il y ait des structures comme les vôtres qui montent des partenariats comme ça et qui en plus ont l'honnêteté d'indiquer quand d'autres offres financières sont plus élevées. Donc, bravo à vous pour cette initiative. Je termine juste du coup par les derniers points. Excusez-moi, je vais... Toc. Que je souhaitais aborder. Alors là, vous devez voir mon écran. Juste un petit point sur le coup de boost. Alors, bon, il y a plein de dénominations parce que les C2E adorent créer des sous-rubriques, etc. La GTB, ce n'est pas un coup de pouce, c'est un coup de boost. La petite nuance significative, c'est que pour un coup de pouce, pour pouvoir le valoriser, il faut passer par un acteur qui est signataire d'une charte coup de pouce, en l'occurrence pour le tertiaire, coup de pouce chauffage collectif et tertiaire, alors que le coup de boost, tout le monde peut en bénéficier à partir du moment où on dépose une fiche GTB, donc là-bas TH116. Historiquement, la valorisation supplémentaire n'est valable que pour les dossiers, les devis signés avant le 31 décembre 2023. Il y a des discussions et normalement, cette aide pour obtenir encore plus de C2E sur la GTB devrait être prolongée de 6 mois. Par contre, ce qui est certain, c'est que l'aide C2E pour la GTB, il n'y en aura plus, il y aura 0 € à partir du 1er janvier 2025 parce que ça devient réglementaire. Donc les C2E vont toujours au-delà de la réglementation. J'enchaîne donc, excusez-moi, je vais à la fin de la présentation. Je vous enverrai tous ces slides-là pour vous parler du coup de l'accompagnement au RA2E. Donc, nous, on a plusieurs types d'accompagnement pour les collectivités et pour les acteurs du tertiaire en général. On a un groupe régional C2E qui regroupe une cinquantaine de collectivités qui viennent prendre de l'information, qui viennent se faire accompagner, qui viennent bénéficier des retours d'expérience d'autres collectivités et aussi des informations de RA2E sur les évolutions réglementaires et les nouvelles opportunités financières quand il y en a qui arrivent. On répond aussi à plus de 100 sollicitations. Je crois que je dois être à 120 sollicitations à date sur l'année pour des acteurs qui travaillent avec les C2E et qui se posent des questions. On accompagne au montage de partenariats, ça a été évoqué par le CITEC et Auriac, et on partage aussi des documents types, que ce soit pour passer des marchés, sélectionner un partenaire ou un bureau d'études COFRAC, par exemple. Voilà, donc je termine dans les temps. N'hésitez pas si vous avez des questions avant de clore ce webinaire. Je suis passé trop rapidement sur les contrôles travaux et sur les modalités de dépôt d'un dossier C2E en propre, quelles sont les étapes, quels sont les écueils. On a des présentations toutes faites là-dessus. Si vous êtes intéressé par un accompagnement spécifique pour approfondir certains aspects, que ce soit le montage de partenariat, que ce soit le dépôt en propre, que ce soit les contrôles travaux ou la mise en relation avec un bureau d'études COFRAC, n'hésitez pas à revenir vers nous. On est là pour ça et l'objectif, j'espère que vous l'aurez compris, c'est qu'il n'y ait pas une seule collectivité, un seul acteur du tertiaire qui fait des travaux éligibles sans valoriser les C2E parce que déjà aujourd'hui ça représente 5 milliards d'euros par an et demain ça représentera sans doute au moins le double. Donc même si la solution parfaite n'est pas là tout de suite, l'idée c'est de se lancer, de rentrer dans le dispositif. 5 € mégawattheure Cumac maintenant, vaut mieux que 0. Ça permet de s'acculturer et ça permet de monter en gamme avec le dispositif. Et bien, s'il n'y a pas d'autres questions, il ne me reste plus qu'à remercier tous les intervenants pour leurs interventions. Merci au CED, merci à Auriac, merci au CITEC, merci à tous les participants. La présentation un petit peu étendue
sera disponible, ainsi que la présentation du CEDRE qui vous sera transmis, et l'enregistrement sera disponible assez rapidement sur le site du centre de ressources de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à tous, très bonne journée et bon appétit.